J'ai le grand plaisir de vous présenter Frédéric Gay, qui est professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval et également titulaire de la chaire de recherche du Canada en motivation, persévérance et réussite scolaire. Donc, une autre thématique. Ses travaux de recherche portent principalement sur la motivation des élèves, la réussite et la persévérance scolaire, ainsi que les dimensions psychosociales associées à l'orientation scolaire et professionnelle. Aujourd'hui, c'est vraiment comme un survol d'un ensemble de thématiques qui est potentiellement pertinent à regarder sous l'angle de l'exposition aux écrans. On a comme l'impression que de butiner un petit peu d'une thématique à l'autre. On verra ensuite, puis continuer de dialoguer avec moi s'il y a la pertinence, peut-être dans le futur, de faire une autre journée ou qu'on peut vraiment plus creuser le comment ou d'autres thématiques comme la relation avec les parents, en lien toujours avec l'exposition aux écrans ou autres. N'hésitez pas de nous envoyer vos suggestions par ailleurs, mais en ce moment, on a le plaisir d'entendre parler cette fois-ci de motivation scolaire. Alors, la parole est à toi, Frédéric. Merci pour l'invitation, c'est très gentil. Est-ce qu'il y en a qui ont 50 ans et plus ici? Je veux des mains assumées, levées. Merci, 50 ans et plus. Je vous propose un retour dans les années 80. On va se gâter aujourd'hui, les années 80. Léger retour! Alors, gâtons-nous. Vidéo, s'il vous plaît. Vous aurez certainement reconnu le thème de Battlestar Galactica, qu'à l'époque, je nommais Battlestar Galactica. Qu'est-ce que vous voulez? Janine, la prof, ne parlait pas anglais et elle nous enseignait l'anglais. Donc, on disait Battlestar Galactica. Une émission phare des années 80. On se remet, les amis, automne 1980. J'avais écouté les premières émissions avec beaucoup d'enthousiasme, je trépignais à l'idée d'écouter ces émissions-là. Pour moi, c'était la quintessence. Vous trouvez ça kitsch présentement, mais pour un enfant de 10 ans qui écoute Battlestar Galactica, à l'époque, c'est fantastique. C'est l'émission que j'attends à chaque mercredi soir. C'est incroyable. Alors, malheureusement, pendant que la trame sonore joue, il m'est arrivé un petit souci. Le petit souci, c'est le suivant. C'est que... attendez. Ben là, pouvez-vous changer la diapositive? Alors, le petit souci, c'est le suivant. C'est pas que la télévision est brisée, ni que ma mère a pris les 2 laines d'acier qui se trouvaient sur l'antenne de la télé pour écurer un chaudron. Parce que vous savez qu'à l'époque, on avait une antenne et on mettait des laines d'acier Bulldog pour optimiser le signal télé. Et ça optimisait drôlement bien. Alors non, ce n'est pas ça qui est arrivé, c'est plutôt un mauvais bulletin. Et mon père me dit, qu'est-ce que c'est ça, ces notes-là? Attends un peu, j'ai 10 ans, j'ai 4 ans d'excellence en médiocrité scolaire. Et pour toi, c'est une surprise aujourd'hui que j'arrive avec un mauvais bulletin. Mais dis là, ça s'inscrit dans la continuité, ça n'a pas d'allure. On va devoir couper la télévision les soirs de semaine. Donc, il me privait du coup de Battlestar Galactica et ça, pour moi, c'était terrible. Mon père, de son avis, c'est qu'en coupant la télévision, qu'est-ce que vous pensiez qui était pour se passer? Que j'étais pour consacrer davantage de temps à mes études, à mes devoirs, donc un effet de substitution qu'on appelle positif. Il faut savoir aussi que non seulement j'excellais en médiocrité, mais j'excellais aussi sur le plan de la dernière position. Donc, plume et goudron à l'école primaire Saint-Sacrement, c'est ça, à Boucherville. Sacré-Cœur à Boucherville, désolé. Plume et goudron, ça consiste en quoi? Ça consiste à nommer le nom de chacun des élèves et leurs notes en ordre décroissant. J'étais nommé constamment le dernier. À l'occasion, bonheur, avant-dernier. Mais ça s'est arrêté là. Alors, mon père, fervent adepte, ayant reçu une éducation dans les collèges
dans certains collèges privés, étaient persuadés que la télévision était un poison qu'il fallait éviter à tout prix, enfin que c'était pas bon pour l'esprit et qu'on devait, de par ce fait, couper. Et ils me coupaient Battlestar Galactica. Vous connaissez les stades Kubler-Ross? Hein, on vous a enseigné ça, là? La première réaction, c'est le déni. Non, ça ne se peut pas. Deuxième réaction, c'est quoi? C'est la colère. Troisième réaction, la négociation. Dieu seul sait que j'ai négocié fort. S'il te plaît, coupe-moi la télévision les soirs de week-end, mais pas la semaine pour ne pas manquer cette émission phare-là. J'ai négocié. Ensuite, dépression, et je suis resté en dépression. Il n'y a pas eu l'acceptation, le dernier stade. Alors, non, c'est malheureux, mais c'est ça qui est arrivé. Alors, mon père s'inscrivait avant son temps dans cette riche tradition qui est tous ces livres qui ont paru sur l'effet négatif des écrans et de l'écoute télévisuelle. Mon titre préféré, pour être honnête, est Télévision et lobotomie, qui est assez évocateur. Alors, aujourd'hui même, j'ai décidé de régler mes comptes avec mon père. Il n'est jamais trop tard pour le faire. Écoutez, j'avais 10 ans, j'en ai bientôt 55, 45 ans plus tard, je décide de régler mes comptes et de demander à la science, est-ce que mon père avait raison de me punir avec la télévision? Selon vous. Il n'avait pas raison. Merci, Marie-Claude. Quand on regarde cette vaste littérature-là, qui existe sur autant l'écoute de la télévision, autant sur l'utilisation des écrans, et qu'on regarde la thématique de la réussite scolaire, les effets sont petits. Alors, ce sont des petits effets. Je ne dis pas que l'effet n'existe pas. Je dis simplement que de réduire le temps d'écoute de la télévision ou des écrans, donc la fréquentation d'utilisation des tablettes, des outils numériques à des fins de divertissement, ce n'est pas la panacée pour la réussite scolaire. Ce n'est pas ce qui assure le plus la réussite scolaire. On parle d'un petit pas vers la réussite scolaire, mais certainement pas d'une enjambée vers la réussite scolaire. Alors, c'est un peu le problème auquel on fait face, c'est que c'est une stratégie qui est présente, mais pas autant. Alors, c'est un effet qui est présent, mais pas autant qu'on l'aurait souhaité. Alors, on parle d'un petit effet. Désolé, c'est parce que je dois gérer. Ça, c'est le bonheur de faire une présentation via Canva. Là, je viens d'apprendre que la technique ne peut pas soutenir une présentation Canva, donc je gère en même temps mes hypothèses, pas mes hypothèses, mais mes diapositives, il faut dire diapositives, sur mon écran d'ordinateur. Alors, le dilemme de l'œuf et la poule. Okay? On en a parlé tout à l'heure, Caroline en a parlé dans sa présentation, plusieurs personnes en ont parlé. Est-ce que ce ne serait pas les élèves faibles qui ont tendance davantage à utiliser la tablette numérique, donc à se divertir soit par la télévision, soit par l'utilisation de la tablette, ou la tablette a-t-elle un réel impact? Évidemment, on a des études longitudinales, corrélationnelles, qui nous permettent d'apprécier qu'il y aurait un réel impact de l'utilisation de la télévision sur la réussite scolaire. Négatif, mais il est petit. Okay, je réinsiste là-dessus. Je suis tombé sur une étude que j'ai trouvée expérimentale. Écoutez, ça, il fallait le faire. Des jeunes qui n'ont pas de jeux vidéo à la maison. Je n'ai pas compris ça, mais il en existe. Alors, il y a des jeunes qui n'ont pas de jeux vidéo. Et je vais juste me tasser un peu dans l'angle, en tout cas, je vais gérer l'ordinateur aussi en même temps. Ils n'ont pas de jeux vidéo. Et là, les chercheurs ont décidé d'envoyer des consoles de jeux vidéo dans ces familles-là. Puis les autres, qui avaient un groupe contrôle, on leur a dit « Hey, attendez, tu vas l'avoir, ton jeu vidéo, mais quelques mois plus tard. » On a regardé pour voir si le fait d'introduire les jeux vidéo chez des jeunes qui n'en avaient pas avant a un effet négatif sur la réussite scolaire. Il y en a un. Donc, c'est une première étude expérimentale qui nous montre que oui, il y a un effet, mais l'effet est... Je n'ai pas entendu? Petit. Sylvana, c'est de la confrontation, ça. C'est petit. Petit effet. Alors, on est dans le petit effet.
ça résume un peu ce que Caroline présentait tout à l'heure. On parle, j'utilise des mots un peu différents, deux hypothèses qui expliquent pourquoi la télévision ou l'utilisation des écrans pourrait avoir un effet négatif. On parle d'effet d'inhibition. Donc, l'inhibition, mon père adhérait à la théorie de la paresse. La télévision rend l'élève paresseux intellectuellement. Il ne se force pas, il reçoit les images et c'est aussi simple que ça. Le traitement se fait rapidement. Donc, l'écoute ou la fréquence d'utilisation des tablettes amènerait vers une espèce de paresse. Bon, je vulgarise, là, mais c'est un peu l'idée. Substitution, c'est que le temps que vous passez à écouter, à regarder, à être sur YouTube, à regarder des reels, c'est ça, reels qu'on dit? Ah, je viens de voir si les gens, s'il y avait des fans d'Instagram ici. Alors oui, le temps qu'on y passe, ben, ne se consacre pas à d'autres activités qui sont plus porteuses pour notre développement, notamment la lecture. Alors, ce que j'ai fait, j'ai regardé rapidement dans la littérature quelques effets de substitution et d'inhibition, et j'ai regardé un peu les tailles d'effets, donc des effets un peu classiques. On parle, par exemple, du temps consacré aux devoirs, dans la substitution du temps de sommeil, des activités cognitives enrichissantes, donc la fréquence de la lecture, les jeux éducatifs, les discussions avec les adultes, donc les relations que vous avez avec vos parents. Sur le plan de l'inhibition, on a regardé l'attention, concentration, contrôle inhibiteur, impulsivité, autorégulation, santé mentale, tout le temps en lien avec cette fameuse réussite scolaire. Et une fois de plus, les effets sont relativement faibles. Faibles, petits. Bon, il me reste combien de temps? J'ai comme perdu. Combien? 7 minutes? My God, 7 minutes. OK. Il ne faut pas négliger aussi que, oui, mais, OK, il y a un oui, mais. Je pense que Caroline a très bien pointé, il y a des éléments qui sont liés à, on met plein de choses dans ces études-là, et je suis tout à fait d'accord. Il y a aussi qui peut avoir des effets cumulatifs à long terme. Donc, un petit effet peut se traduire en taille d'effets qui sont relativement importants à long terme. Puis aussi, ben, le contenu visionné. Nous, on a fait des recherches sur l'utilisation de la tablette numérique à des fins pédagogiques. Donc, quand on parle de fins pédagogiques, c'est que la tablette numérique est utilisée pour communiquer différentes informations, est utilisée pour faire des exercices, est utilisée pour lire des textes, est utilisée pour écrire, est utilisée pour nous aider à mieux comprendre la matière enseignée. Quand les élèves déclarent que la tablette est utilisée à ces fins-là, il y a une plus-value pour la réussite scolaire. Donc, ça dépend de ce qu'on fait aussi avec la tablette. Donc ça, on a un effet positif qui était relativement appréciable sur le plan de la motivation. Donc, il y a toutes ces questions-là de qu'est-ce qu'on fait avec la tablette. Mais aujourd'hui, l'idée était aussi de dire, puisqu'on parle d'un petit pas, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent être plus prometteurs pour la motivation et la réussite scolaire de nos élèves en classe? De tous les élèves, enfin, autant ceux qui éprouvent des difficultés, autant ceux qui sont relativement performants. C'est l'idée. Alors, je suis un chercheur en motivation, je suis réputé pour travailler sur cette, je dirais, variable-là ou ce concept-là depuis plus de 25 ans. Et quand on parle de motivation, c'est évidemment quelque chose qui c'est une énergie psychologique déployée vers l'atteinte d'un but et qui oriente le comportement. Donc, on n'est pas motivé de manière générale dans la vie, on est motivé envers certaines activités qui sont plus intéressantes, d'autres moins intéressantes, donc c'est un peu l'idée. Avec le temps, on est venu à proposer deux formes de motivation, une qui est autodéterminée, une qui est contrôlée. Quand on parle de motivation autodéterminée, on parle du fait de fréquenter l'école, de faire des activités d'apprentissage par plaisir ou par choix personnel. Ça veut dire que des fois, on va faire une activité qui n'est pas plaisante, mais qu'on trouve importante. Cette motivation-là, qu'on qualifie d'autodéterminée, elle est dite positive. À l'inverse, vous avez la motivation contrôlée,
qui, elle, est une source de motivation qui se situe à l'extérieur de la personne, où on va offrir, dans le but de motiver l'élève, des récompenses ou des punitions. Vous savez, en classe de primaire, souvent, on a tendance à donner de nombreuses récompenses pour motiver le comportement des élèves parce qu'on pense qu'il n'est pas naturel, ce comportement d'apprentissage-là. Donc, on va utiliser énormément de récompenses pour motiver les élèves. C'est nos méta-analyses qu'on a réalisées dans le secteur d'éducation montrent que l'utilisation des récompenses, c'est quelque chose qui vient amoindrir la qualité de l'expérience motivationnelle des élèves à l'école. Donc, le moins de récompenses sont utilisées en salle de classe, le mieux nos élèves vont se porter. Mais ceci étant dit, quand on regarde les avantages d'une motivation autodéterminée par rapport à une motivation contrôlée, on a réalisé des méta-analyses avec des collègues sur plus de 200 000 élèves situés un peu partout à travers le monde. On voit qu'il y a une réelle plus-value à triper, à aller à l'école ou à triper, excusez, j'utilise le mot triper, mais à avoir du plaisir vraiment à effectuer des activités, donc des meilleures notes, une meilleure vitalité, une meilleure persévérance, une meilleure santé mentale, une meilleure maîtrise de la matière, et également l'utilisation de meilleures stratégies. Donc, quand on nous enseigne des stratégies, on va les utiliser davantage, et une meilleure créativité. Donc, une plus-value par rapport à cette motivation autodéterminée-là. Maintenant, la question, c'est de savoir comment on mobilise une motivation autodéterminée envers les activités d'apprentissage. On a développé, j'ai développé l'acronyme CAA. Bien là, c'est rien de magique. Là. Vous savez, quand on tombe en panne sur la route, on mobilise quoi? Le CAA. Donc, pour faire une petite analogie, quand on tombe en panne sur le plan de la motivation, qu'on est peu engagé envers ses études, on peut aussi mobiliser le principe CAA, qui consiste en un acronyme qui révèle compétence, autonomie, appartenance. OK? Les trois piliers, les trois fondements. Ces trois piliers, ces trois fondements-là sont considérés comme des besoins psychologiques fondamentaux. Tout être ou toute personne a besoin de nourrir ces besoins-là à tous âges, dans tout contexte, incluant celui de l'école. Tout élève qui rentre en salle de classe a besoin de se sentir compétent dans les activités qu'il fait, a besoin aussi de se sentir libre dans l'exécution de certaines tâches, du moins d'expérimenter ce besoin-là qu'il a chez lui d'être un être pleinement autonome, c'est-à-dire qui peut réaliser, qui peut effectuer des choix. Et le dernier besoin, c'est celui d'appartenance sociale qui, une fois que l'élève a comblé ce besoin-là, peut lui permettre de mobiliser davantage sa motivation autodéterminée. On a regardé certaines, puis vous savez, hein, quand on regarde ce qui se passe en salle de classe, le contenu n'est pas déterminé par les élèves, ni les stratégies, ni les buts, ni les notes, ni la coopération qui est souvent dictée par les enseignants, ni les ressources, ni les horaires et l'emploi du temps, ni la rétroaction, ni la socialisation, ni qui sera sa personne enseignante, ni les règlements, ni les camarades de sa classe. Très peu de choix en contexte éducatif, ce qui fait qu'il ne faut pas se surprendre des fois pourquoi certains jeunes ne sont pas engagés de manière pleinement volitive dans leurs études ou dans ce qu'ils font. Nos méta-analyses montrent une chose, c'est que dans la formule CAA, compétence, autonomie, appartenance, l'élément clé, ce serait la compétence en contexte scolaire. Et il y a différents moyens d'atteindre cette compétence-là pour la favoriser. Évidemment, j'aurais pu parcourir, comme j'ai déjà fait dans certaines conférences, l'ensemble des principes CAA, mais je me limite aujourd'hui parce que là, il me reste 2 minutes ou à peine. Donc, je ne donnerai pas les exemples, mais je vous donne juste quelques pistes qu'on peut voir. Par exemple, diviser des exercices en différents niveaux de difficulté pour aider les élèves qui ont un peu plus de difficultés à pouvoir développer leur sentiment de compétence et à ceux qui excellent d'avoir une tâche qui est à leur niveau. Fournir une rétroaction ciblant une stratégie spécifique à améliorer. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Quand on donne un feedback aussi précis, aussi spécifique, c'est quelque chose qui mobilise beaucoup la motivation des jeunes. Féliciter les élèves pour ses progrès ou ses efforts, donc pas utiliser la comparaison sociale qu'on utilisait, plume et goudron, là, que je vous disais au départ. C'était pour ça, favoriser une comparaison sociale où, quand j'étais nommé dernier, il disait « Ah, Frédéric, là, il va vraiment s'améliorer parce qu'il va te tanner de l'humiliation. » Je ne me suis jamais amélioré.
Ben oui, mais là, je ne serais pas devant vous. Là, je ne serais peut-être pas là, non. Mais je me suis un peu amélioré quand même. Organiser des activités où chaque élève a son propre objectif, avoir des attentes positives pour la réussite des élèves et fournir des conseils et des objectifs clairs. En résumé, au-delà de la télévision, au-delà, je ne dis pas qu'il ne faut pas réduire le temps des écrans. Partez pas en me disant, ben là, il a dit que non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'on peut réduire, mais ça ne doit pas être la seule stratégie pour favoriser la réussite et la persévérance scolaire. Je pense qu'on a avantage à soutenir la compétence, l'autonomie et l'appartenance des élèves en salle de classe dans le but de satisfaire leurs besoins psychologiques, de développer une motivation plus autodéterminée et de leur donner une expérience plus enrichissante en salle de classe dans la progression de leurs apprentissages et le développement de leurs compétences, et en assurant également une meilleure santé psychologique chez nos jeunes. Donc, c'est un principe général. Alors, le message clé, on risque de me répéter, comme société, il y a un avantage à réduire la fréquentation d'utilisation des outils numériques. On peut aider légèrement des élèves à mieux réussir. Mais après ça, il y a d'autres stratégies qui s'offrent à nous, sur lesquelles aussi, comme société, on doit porter une attention qui est importante. Alors, le message clé, ce serait le suivant, c'est, désolé, je vais me tourner là plutôt que sur mon écran, le développement du plein potentiel de nos élèves dépend de notre capacité à créer, en tant que société, des conditions favorables pour réduire leur vulnérabilité personnelle et familiale. Alors, comment y parvenir? Nous devons nous munir d'outils pédagogiques adaptés à leurs besoins, ajustés. Mais écoutez, je suis en train de perdre de pied. Ajuster à leurs besoins nos interventions lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous et maintenir des attentes élevées concernant leur capacité à réussir. L'approche que je vous présente aujourd'hui, CA, on a énormément d'appuis empiriques, mais dire un appui empirique, ça ne veut pas dire solution miracle. Il faut remettre ces données de recherche-là dans leur contexte. Elles apportent certainement des pistes pour intervenir, mais ce n'est pas les seules interventions qu'on peut mener. Donc, oui, essayer d'aider nos élèves à se sentir plus compétents, plus autonomes et développer des relations de qualité en salle de classe, ça pourrait être des piliers qui vont les aider à mieux réussir. On passerait de la stratégie du petit pas à une plus grande enjambée pour la réussite scolaire de nos élèves. Merci. Les jeunes, lorsqu'ils sont sur leurs appareils, ils ont le CAA à 500 000 Comment l'école peut compétitionner avec ça? C'est super intéressant parce que c'est des effets de contraste. Et c'est sûr qu'il y a un effet qui existe, c'est ce qu'on appelle un effet de comparaison interne, un modèle de référence interne, où lorsque j'évalue ce vers quoi j'ai un intérêt, je le compare aussi en fonction de plein d'autres activités. Et la tablette numérique en fait partie. Alors, pourquoi, comme élève, je consacrerais du temps à l'école alors que j'ai un outil qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus captivant à m'apporter? Alors, c'est sûr qu'il y a un effet. Mais encore là, même quand on tient compte de ce raisonnement-là, les effets ne sont pas si désastreux que ça. Puis, je pondère parce que ça se peut qu'il y ait aussi des effets cumulatifs à travers le temps. Puis une surutilisation, je pense que Youssef en a parlé aussi, là, une surutilisation peut certainement avoir des conséquences via une dépendance. Là. Tout à fait. Là. Oui. Oui, bonjour, c'était bien. Moi, ma fille va dans une école, le Vitrail, qui est une école alternative, puis ça ressemble à votre CA. Ah bon, parfait. Je me demande par contre, tout cet espace de recherche du petit dont vous parlez, du petit impact, c'est par rapport à quand dans l'histoire de l'arrivée de nos écrans? Des Instagram, des jeux vidéo et compagnie, parce que... C'est une excellente question, puis merci de la poser. Écoutez, on a commencé par étudier les effets négatifs de la télévision. Okay? C'est ce qu'on a fait. Par la suite, on est étendu à l'impact des outils numériques, de tous les outils numériques, des tablettes, de la multiplication, tout ça. Les recherches passées
ma compréhension, puis là, je me mets juste sur la réussite scolaire puis la motivation. C'est ça mon domaine d'expertise. Je ne veux pas parler pour les autres domaines, OK? Quand on regarde ça, c'est relativement cohérent. On est toujours dans le petit effet. C'est ça l'état des lieux. Et ça ne veut pas dire que, comme je dis, je n'arrête pas de me répéter, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réduire. Ça veut dire réduire dans l'espoir que ça sera une recette magique pour la réussite des élèves. Ça, ce n'est pas vrai. Là. Ça je ne peux pas adhérer à cette position-là. Mais de dire, OK, maintenant, on réduit, mais on fait quoi aussi? Et puis ça, je pense que ça a été abordé aussi dans quelques conférences aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va offrir? Puis c'est l'objectif aussi du dernier rapport. Vous savez, moi, je vais vous donner un exemple. Mon père, quand il m'a puni, là, il m'a dit, c'est fini, Battlestar Galactica. Là. Je suis monté dans ma chambre. Bon, je n'étais pas content, j'étais en colère, j'étais dépressif. Dépressif, on s'entend. Là. Vous savez, un enfant de 10 ans voit toujours ça plus gros que c'est l'est vraiment, mais ce n'était pas très grave. Là. Mais moi, j'étais en difficulté d'apprentissage. Quand j'ai ouvert mes livres, je ne savais pas plus quoi faire. Qu'est-ce que mon père aurait dû faire? J'espère qu'il m'entend aujourd'hui. Il aurait dû dire, il y a des difficultés d'apprentissage notables, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Est-ce que je ne peux pas passer un temps avec lui pour essayer d'y faire comprendre ce qu'il n'arrive pas à comprendre, d'y faire voir ce qu'il n'arrive pas à voir? Et c'est là qu'il faut mettre du temps et de l'énergie. Je peux-tu juste ajouter quelque Oui, Moi, tout à je le fait. trouve, votre petit, là, ça vient me chercher, je vais réfléchir beaucoup à ça. Parce qu'à quelque part, j'ai l'impression que ce petit devient de plus en plus grand parce que de plus en plus d'écoles crient cette problématique au niveau scolaire, même s'il reste petit au niveau d'une étude, peut-être, je ne sais pas. Je me pose vraiment des questions parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est lié aussi sociétal, qui est lié à une rupture économique de plus en plus grande, parce que les enfants, dans l'apprentissage, si je comprends votre pensée aussi, c'est toute l'idée qu'ils sont dans des contextes sociaux, économiques, etc., qui leur permettent, si on pense aux tablettes, par exemple, les tablettes vont être dans les écoles privées en ce moment. Des Oui, écoles tout à fait. privées Ben qui ont oui. beaucoup plus Ben oui, d'argent ben et oui, ben oui. qui ont un niveau... en tout cas, tu sais, c'est ça. Mais moi, Mais- je trouve Mais bien puis, votre... tu sais, il faut regarder aussi pour qui on ne devrait pas. Tu sais, il y a des gens qui sont... Ouais, c'est tu sais, ça. il y a des facteurs de vulnérabilité qui font en sorte que ces personnes-là ne devraient pas consacrer autant de temps à des outils numériques. Je dis outils numériques, ce n'est pas la bonne... aux écrans. Tu sais, consacrer moins de temps. Mais pas pour tout le monde. Puis il y a des effets de sélection aussi. Qui se tourne vers les écrans? Fait que là, il y a des facteurs de risque, de vulnérabilité, où il faut vraiment nuancer notre propos. Là. Je pense que c'est important. Puis je pense que c'est un peu le message qui était porté dans les autres présentations. Oui, on peut applaudir, certainement qu'on peut applaudir, mais il reste une dernière petite question. Bien, merci beaucoup, Frédéric, pour ton intervention. Depuis ce matin, je suis en train d'écouter avec beaucoup d'attention les différentes interventions. Par exemple, Frédéric, tu viens de dire que les jeunes sont de moins en moins impliqués dans la vie de l'école. Par exemple, quand tu parles de notes, quand tu parles de tout ce qu'on met en place comme discipline, etc. Donc, les jeunes sont de moins en moins impliqués à ça. La recherche de Madame Isabelle, Isabelle, ce matin, elle disait que parmi les personnes qui ont été consultées, les jeunes n'ont pas été consultés. Moi, je me demande comment trouver des solutions alors qu'on exclut en quelque sorte, les personnes qui sont concernées véritablement. Est-ce que ce n'est pas le moment ou jamais d'aller vers ces personnes-là? Est-ce que ce n'est pas le moment ou jamais de mener des recherches-actions avec elles et pour elles afin d'avoir des solutions qu'on souhaite véritablement avoir? Tout à fait. Je veux dire, moi, j'ai réalisé récemment un projet avec des élèves extrêmement vulnérables, mais très, très forts en sport. Puis, on leur a donné plusieurs mesures d'appui pour être capable de réaliser leur sport
C'est un sport, vous savez, les fameux sports-études, ce n'est pas accessible à tout le monde, là. Fait qu'on travaille avec eux en fonction de leurs besoins pour pouvoir les faire progresser, mais toujours en fonction des principes CAA qui sont applicables à différents contextes. Alors, merci. Oui, puis bravo pour la question. C'est fantastique. Puis effectivement, c'est une zone grise qu'il faudra pallier absolument, absolument. Alors, merci Frédéric pour ta belle présentation puis l'interaction.